sympathisants de la MAT. Bienvenue dans la MAT officielle, chers bien-aimés. Nous ne serons pas longs aujourd'hui, mais nous sommes venus dans le but de répondre à un homme, à un monsieur. Ce monsieur qui prétend être un président de la République. Ah oui, je dis bien un monsieur qui prétend être un président de la République. Car un homme d'État ou un président de la République, c'est un père. C'est celui qui est investi d'un pouvoir qui consiste à rassembler la nation. Un pouvoir qui consiste à établir un rapport de respect entre les citoyens du pays et l'étranger. Un président de la République, c'est celui qui prône la justice pour tous et le respect d'autrui ou de l'arabien. Mais il y a quelques jours, un homme a heurté l'humanité tout entière. Il a réveillé les esprits. Il a tourmenté tout le monde, dans les médias, de gauche à droite. Il s'agit ici de ce monsieur qui prétend être le président de la Tunisie. Et étant donné que nous sommes observateurs de la société et mandatés par les très hauts dans le but de recadrer ce genre de personnes animées de la haine et des antivaleurs, nous sommes dans l'obligation au nom de Dieu de bien vouloir recadrer cet homme. Ce monsieur a allumé un feu dans la nation tunisienne qui, malheureusement, le consumera lui seul. Une fois de plus encore, plein succès à tous ceux qui nous suivent. Ceux qui sont au son de ma voix, que les très hauts vous viennent en aide. Vous êtes bel et bien dans la MAT officielle. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Mettez des j'aime et des cœurs, tout ce que vous voulez, tout ce que vous connaissez, dans le but de donner du succès à cette vidéo. Merci pour votre participation dans la MAT officielle. Bien aimés, comme je disais tantôt, nous ne serons pas vraiment longs. Mais nous sommes venus cet après-midi dans le but de répondre à cet homme qui prétend être le président de la Tunisie. Qui prétend être le président de la Tunisie. Mais avant d'entrer à profondeur, je m'irai lire quelques citations pour que vous puissiez bien comprendre que ce qui se passe en Tunisie en ce net moment ne date pas d'hier. Mais ça a commencé depuis fort longtemps. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'un homme d'État n'est plus à mesure de répondre aux attentes de la population, il est dans l'obligation de chercher des boucs émissaires. Vous vous souvenez des élections de 2022 en France? Il y avait plusieurs candidats. Mais étant donné qu'ils n'avaient pas, comment dirais-je, de programme, où ces candidats n'avaient rien à offrir à la population, obligés de chercher des boucs émissaires, obligés de tourner les regards vers les étrangers, afin de susciter la haine de la population. Et malheureusement pour eux, malheureusement pour tous ces candidats malheureux, que le Français, c'est un peuple qui en a marre de tous ces discours bidons. Et pendant qu'on pouvait parler de pouvoir d'achat, tous ces candidats n'avaient rien d'autre que des migrants dans leur bouche. À telle enseigne qu'ils ont imposé, même dans le média, le discours. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont donné les tempos pendant la campagne électorale. On ne pouvait plus entendre parler d'autre chose que l'immigration.
Comme si l'homme politique français n'avait rien d'autre dans sa gibecière que l'immigration. Et par là, vous comprendrez déjà qu'ils n'avaient pas de programme. Quelqu'un qui n'a ni un programme, il n'a rien à proposer à ce peuple, obligé de tourner les débats, de rabaisser la France. La France a des grandes idées, de grands débats, obligé de les rabaisser au niveau de l'immigration. Et tout ne pouvait que tourner autour de l'immigration. Et malheureusement pour eux, je disais tantôt, que le peuple français est fatigué de tout ça et averti ils ont prouvé en suffisance, qu'ils en avaient marre de tout ça. Ils ont sanctionné tous ces gens-là. Ils ont été sanctionnés dans les urnes. Chacun pouvait venir à la télé et dire que non, les Français n'en veulent pas. Les Français, les Français. Mais c'est dans les urnes que les Français s'expriment. Ce n'est pas dans la télé, au travers la bouche d'un musaraigne. Non. Et les Français se sont exprimés dans des urnes. Et ils ont tous été sanctionnés. Voilà. Et voilà, c'est encore le même vent qui souffle du côté de la Tunisie. Cela veut dire qu'un homme qui n'est pas déjà aimé de sa population, qui n'arrive pas à répondre aux attentes des Tunisiens, est obligé cette fois-ci de créer un mouvement, de susciter la haine. De susciter la haine dans le cœur des Tunisiens. Des gens qui vivaient paisiblement entre eux, et ce monsieur vient jeter le feu. Nous avons dit que le feu que ce monsieur vient d'allumer finira par le consumer lui seul. Et c'est pourquoi vous êtes en train de voir déjà la montée de la population, de tous ces manifestants qui sont dehors dans le but de dire non, dans le but de sanctionner ces nations du président. Mais avant d'entrer en profondeur, j'aimerais lire quelques citations ici. Une citation d'une dame, un chercheur, non, c'est une dame qui a fait beaucoup de recherches. Ce n'est pas un monsieur. Parce qu'elle s'appelle Maha Abdelhamid. Maha Abdelhamid. Pour ceux qui la connaissent, cette dame a fait vraiment des études. Et une militante des minorités. Il est partout dans le monde, au Moyen-Orient, partout. Et son combat est noble. Mais elle est de la nationalité tunisienne. Elle est arabe aussi. C'est-à-dire, elle est arabe noire. C'est pourquoi vous allez comprendre, lorsque nous allons entrer à profondeur, vous comprendrez que il y a des Arabes noirs et des Tunisiens noirs. Voilà. Elle parle l'arabe et elle est tunisienne. Voilà ce que vous devrez retenir. Mais nous allons lire quelques paroles de cette dame. Par rapport à ses recherches. Il y a des références qu'elle a pu donner. Nous allons lire et vous allez comprendre ce qui se passe en ce net moment en Tunisie. Cette dame écrit et dit: les Noirs, qu'ils soient issus des descendants d'esclaves, d'autochtones ou des migrants, ont toujours été à la marge de la société tunisienne. Donc cela veut dire qu'il y ait des Noirs autochtones. Cela veut dire que le propriétaire de cette partie des terres de l'Afrique, cette partie de l'Afrique qu'on appelle la Tunisie aujourd'hui, les autochtones sont des Noirs. Et lorsque vous essayez de zoncher toute la partie du Maghreb, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une minorité noire. Toujours une minorité noire. Il y en a au Maroc, il y en a en Libye, il y en a en Algérie, il y en a même en Mauritanie. Toujours des minorités. Mais pourquoi sont-ils la minorité?
Pourquoi sont-ils la minorité? Mais en réalité, ce sont des autochtones. Mais nous allons lire encore ce que cette dame a dit. Et nous comprendrons par la suite. Nous allons comprendre par la suite ce qui se passe réellement en Tunisie. Car ce n'est pas la première fois. Vous comprenez? Mais comme nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'on n'a plus rien à offrir à sa population, on est obligé d'aller s'atteler, de tout fondre sur les étrangers. Et malheureusement, le peuple n'est plus dupe. Et cela ne pourra en aucun cas marcher. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Voilà. Elle dit encore, depuis l'abolition de l'esclavage, écoutez ce que cette dame-là écrit. Elle s'appelle Maha Abdelhamid. Depuis l'abolition de l'esclavage, en 1846, et deuxième abolition, en 1890, il n'y a pas eu de changement remarquable de l'image et du statut, ou plutôt de la situation des Noirs dans l'imaginaire tunisien et la sphère tunisienne en général. Donc, depuis l'abolition de l'esclavage, il a donné des références. Il dit depuis ce temps-là, c'est-à-dire 1846, deuxième abolition en 1890, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu le changement. La situation des Noirs dans l'imaginaire des Tunisiens et la sphère tunisienne en général. Cette situation n'a pas changé. C'est-à-dire que la même pensée que ces gens avaient pendant ces périodes coloniales. La même pensée. Le sentiment diabolico-satanique qui animait tous ces gens-là face aux Noirs, cela n'a pas changé. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sur cette terre. Donc cela veut dire ce qu'ils ont pu faire autrefois. Cette parole, c'est une parole de l'Ecclésiaste. Je suis ici dans son chapitre 1. Donc vous comprendrez que c'est une programmation. Donc ces gens-là savent que ce que nous avons fait dans le passé, nous y reviendrons encore pour le faire à un temps donné. Tout est programmation sur programmation. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sur cette terre. Donc vous comprendrez que ça, c'est une programmation. Que les amoureux de l'hermétisme ont codé, ont mis en place. Dans le but de le mettre encore en pratique à un temps donné. Donc nous autres ici, nous ne sommes pas surpris de voir tous ces mouvements-là. Il y en a même des nations qui jouent à l'hypocrisie. Mais vous sentez déjà la montée du racisme. Vous sentez déjà la montée de la haine. Mais juste, ils agissent dans l'hypocrisie. Ce qui a été, c'est ce qui sera. L'homme ne peut en aucun cas cacher sa vraie identité. Vous pouvez vous cacher aujourd'hui, mais vous ne pouvez en aucun cas vous cacher pour toujours. Nous finirons par découvrir votre identité et le monde finira par découvrir votre vraie identité. Car il y a aujourd'hui des nations hypocrites qui font semblant de lutter contre le racisme. Et pourtant, ce sont eux-mêmes les géniteurs du racisme. Voilà ce que j'ai dit. Ils font semblant de lutter contre le racisme. Ils font semblant de parler, faire semblant de condamner des propos racistes. Mais en réalité, ce sont eux les géniteurs.
Mais en réalité, ce sont eux qui donnent le tempo du racisme. En réalité, ce sont eux qui soufflent même le vent du racisme. Écoutez encore ce que cette dame a dit. Il n'y a pas eu de changement remarquable de l'image. Voilà, nous avons déjà lu ça. Il ajoute en disant de plus, en termes économiques et sociaux, sans même parler du politique, les Noirs sont restés marginaux et écartés, voire même discriminés. Ça, c'est les Noirs autochtones. Et il a dit qu'ils soient Noirs autochtones ou étrangers. Donc vous comprenez déjà que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, ce n'est pas du nouveau. Rien à voir avec tous ces propos bidons que ce soi-disant président de la République a déclaré dans le média. Il a allumé un feu, mais lorsque le journaliste lui pose des questions, il s'est rendu compte qu'il est pris au piège. Il s'est rendu compte qu'il est bientôt, lui sera embrasé par son propre feu, obligé de vouloir changer un peu son discours. Mais messieurs, les images sont là. Les images sont là. Et même si la justice des hommes n'agit pas, mais il y a une justice qui est invisible, qui agira en faveur de ce gens-là, que vous avez peint en criminel. Sans même parler du politique, les Noirs sont restés marginaux et écartés, voire même discriminés. Si par exemple, on parle de pauvreté, le plus pauvre en Tunisie sont les Noirs. D'ailleurs, la majorité n'est propriétaire ni de terres, ni de maisons. Voilà la réalité des Noirs autochtones à Tunisia. Elle dit, les Noirs, d'ailleurs la majorité, ne sont pas des propriétaires, ni des terres, ni des maisons. Ils sont propriétaires ni des terres, ni des maisons. Donc regardez un peu cette dose de la méchanceté de l'homme. C'est un peuple autochtone. Mais ce peuple autochtone, car personne ne peut poser un démenti face à ce que nous sommes en train de dire et d'affirmer. C'est un peuple autochtone, mais qui a ni terre. Aujourd'hui, ni terre. Et ils ne sont même pas des propriétaires des maisons. Donc regardez un peu le niveau de la haine qui dépasse même le standard. Regardez un peu le niveau de la haine au cadre. Non seulement ils n'ont pas de terre, mais ils n'ont pas aussi le droit d'être propriétaires. Alors que dans certaines nations, même s'ils cachent leur racisme, même s'ils jouent à l'hypocrisie, mais il y en a quand même des Noirs qui sont propriétaires. Dans le respect toujours de la loi, dans le respect. Car l'on ne peut pas empêcher à celui qui est en mesure d'être propriétaire de l'être. Mais en Tunisie, c'est-à-dire que ils n'ont même pas le droit d'être propriétaires. Ça, c'est au-delà même du racisme. Donc nous devions chercher un nom à coller à cela. C'est au-delà même du racisme, au-delà de l'imaginaire, au-delà de ce que nous pouvons appeler racisme. Je pose une simple question. Elle continue. Elle poursuit. Comment expliquer cette absence remarquable des Tunisiens noirs du paysage médiatique, culturel, artistique, politique depuis
Bourguiba jusqu'à nos jours. Bourguiba aussi, il fut l'un des présidents de la Tunisie. Mais cette dame a dit, depuis Bourguiba, comment expliquer cette absence remarquable des Tunisiens noirs autochtones, je dis bien pas des étrangers, des Tunisiens noirs autochtones, dans le média, dans la culture, dans la montée médiatique, dans la montée culturelle, dans la montée artistique et politique. Voilà. Et elle continue encore. Pensez-vous qu'il n'y a pas de noirs compétents qui peuvent accéder à des postes clés ou à des postes de haut niveau? Dans tout ce dont cette dame chevronnée vient de citer, il n'y a même pas. Non. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces événements qui viennent de se passer en Tunisie, qui permet à ce que les gens puissent comprendre le vrai visage de la Tunisie. Et qui sont aujourd'hui les gens qui dirigent la Tunisie. Et nous avons dit que tout ça, c'est au-delà du racisme. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un seul pays où il y a au moins le racisme que vous pouvez trouver ce genre de choses. Où les Noirs autochtones, n'ont pas accès. Ou bien il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas la montée des Noirs dans l'aspect culturel, politique. Il n'y a pas de Noirs. Il dit, je pose une question simple. Comment expliquer cette absence remarquable de Tunisiens noirs du paysage médiatique et culturel et artistique, même politique? Ils sont tellement absents. Mais nous voyons dans d'autres nations où les Noirs n'ont peut-être pas la montée politique, mais du moins, vous constatez la montée culturelle. Vous constatez la montée médiatique. Vous constatez la montée artistique. Donc vous vous rendez compte que ce qui se passe en Tunisie, c'est au-delà même du racisme. Et cela n'est pas d'hier. C'est depuis l'époque coloniale. Nous sommes ici en 1880 à 1846 et 1890. C'est-à-dire que depuis fort longtemps. La dame a continué en disant, pensez-vous qu'il n'y a pas de Noirs compétents qui peuvent accéder à des postes clés ou à des postes de haut niveau? S'il vous plaît, ne citez pas 2 ou 3 exemples de Noirs qui sont devenus des grands cadres. Je parle d'une tranche de la population qui représente plus de 15% des Tunisiens, mais qui sont totalement invisibles sur la scène publique. Voilà. Ne nous amenez pas des petits mots. Oh non, là-bas aussi, il y a quelqu'un, il y a un Noir qui travaille là-bas. Comment vous pouvez dire ça? Il y a un Noir qui est DG. Il dit, je ne me citez pas 2 ou 3. Mais cette population réduite, anéantie, qui ne représente que les 15%, ils sont invisibles. Elle fait allusion à la marge et pas aux individus, quelques têtes, en disant non, celui-là c'est un cadre. Non. Donc vous comprendrez que la Tunisie n'est pas sortie du gouffre de la néocolonisation. Mais ce qui se passe là-bas, depuis fort longtemps, personne ne se rend compte.
personne ne se rend compte. Elle poursuit en disant, paradoxalement, ils sont invisibles parce qu'ils sont noirs au sein d'une population majoritairement blanche. Donc vous avez compris la raison. Mais aussi invisibles car on ne veut pas les voir et considérer leurs besoins et leurs droits. Ces préjugés, nous nous arrêtons d'abord là. Donc non seulement on les empêche de monter, non seulement on les empêche de démontrer leurs capacités intellectuelles, de pouvoir briguer, évoluer dans des postes clés. Non seulement on les empêche d'être des propriétaires, mais on ne veut pas les voir. Ils ne veulent pas voir ces nègres-là. Ils ne veulent pas les voir, les noirs autochtones. Et s'ils ne veulent pas les voir, comment pourrions-ils voir ou bien laisser l'accès aux soi-disant aux étrangers, mais qui sont africains? S'ils ont appliqué tout ce que vous êtes en train d'entendre sur les noirs autochtones de la Tunisie, ces gens-là pourront-ils accepter ce qui vient d'ailleurs? Lorsqu'ils font des discours à dormir debout pour troubler, c'est-à-dire, ils cherchent même des paroles, le ministre de l'Intérieur, honte à vous. Ce ministre de l'Intérieur tunisien, honte à vous. Il y a une journaliste de France 24 qui l'a reçu, et ce monsieur cherchait même, c'est-à-dire comment mentir. Ce monsieur était en train de tourner sa langue pour vouloir, c'est-à-dire il cherchait des mots pour mentir. Honte à vous, messieurs. Honte à vous. Donc ces gens-là ont toujours l'esprit satanico-diabolique qui leur fait croire qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Je dis bien un esprit satanico-diabolique qui leur fait croire qu'ils sont supérieurs. Mais en quoi êtes-vous supérieurs? Si ce n'est par une visitation de la force du mal qui vous habite. Cette dame a dit, non seulement on leur prouve de tout, mais on ne veut pas les voir. Et donc, vous comprenez déjà que ce qui se passe en Tunisie maintenant, à l'heure où nous parlons, a pour but d'ouvrir une brèche, dans le but de massacrer même les autochtones pour en finir une bonne fois. Comme ça, les étrangers, ça, c'est pas un problème. Donc, ce monsieur a tenu des propos dans le but d'installer un chaos. Et c'est au travers maintenant de ces chaos qu'ils pourront porter atteinte à ces minorités des Tunisiens noirs. Donc, voilà un peu la stratégie macabre, satanico-diabolique, maléfique de ce monsieur qui prétend être président de la République. Donc, avant que cela n'arrive, nous vous le disons. Avant que cela ne s'accomplisse, nous vous le prédisons déjà. Donc, ils se sentent toujours gênés. C'est-à-dire, depuis fort longtemps, ils n'ont jamais accepté le voir même à l'œil nu comme ça dans leurs propres yeux. C'est-à-dire, ils n'aiment pas les voir. C'est au-delà du racisme. C'est au-delà du racisme. Et donc, dans le plan de ces messieurs, il faudrait installer les chaos, bousculer la population. Parce que le noir autochtone de la Tunisie et ceux qui sont venus d'ailleurs, il n'y a pas la différence. Comme ça, nous pouvons bien en finir une bonne fois. Nous pouvons bien les massacrer une bonne fois. Nous pouvions déjà les cibler et supprimer le 15% qui nous reste ici. Et comme ça, les étrangers, et nous allons en finir une bonne fois. C'est ça, c'est rien du tout. Nous allons les renvoyer comme des chinchards dans l'eau. Donc voilà un peu la stratégie de cet homme qui est au pouvoir en Tunisie maintenant. Car ce monsieur est venu dans le but de mener un combat, une lutte. Et cette lutte, sa lutte consiste à supprimer les 15% restants. Les 15% restants de la population autochtone
de la Tunisie, c'est-à-dire les Noirs de la Tunisie, les Noirs tunisiens. Voilà le plan et la mission de ces messieurs. Ces préjugés du manque de compétences des Noirs sera avancé par certains qui disent que les Noirs ne font pas de hautes études. Ils ont raison, en un sens. On peut estimer aujourd'hui que plus de 80% des Noirs ne font pas d'études supérieures. La question est de comprendre pourquoi. Voilà. À un moment donné, lorsqu'ils sont accusés, ils avancent des raisons. Pourquoi est-ce que les Noirs ne sont pas affichés? Ils ne sont pas dans le... C'est-à-dire que médiatiquement parlant, dans la politique, dans... Voilà. Mais voilà des raisons qu'ils avancent. Que non, les Noirs ici, ils ne font pas... Ils ne vont pas loin avec des études. Et la dame parle en disant, oui, vous avez raison. Ils ont raison. Mais pourquoi cela se passe ainsi? La question est de comprendre pourquoi. Lorsqu'on ne veut pas leur accorder l'accès, lorsqu'ils sont victimes du racisme, lorsqu'on les empêche, lorsqu'on boycotte leurs inscriptions, lorsqu'on les chasse à moindre faux pas dans les universités, comment voulez-vous que ces Noirs puissent aller de l'avant? Comment pouvez-vous comprendre que les Noirs qui viennent d'ailleurs sont dans des universités en Tunisie et des propres Tunisiens noirs vivant en Tunisie n'ont pas accès? Ils savent que ceux qui sont dans toutes les universités, ils vont partir. Mais les Noirs autochtones, ils vont rester. Donc par conséquent, on doit les empêcher de ne pas avoir accès. Parce qu'en Tunisie, il y en a des étudiants noirs qui sont là pour apprendre. Ils viennent apprendre d'ailleurs. Ils ne viennent pas pour chercher quoi que ce soit. Il n'y a rien en Tunisie. Il n'y a rien. Ils viennent là-bas pour étudier. Soit pour le maître d'œuvre car ils en ont besoin. Un pays qui occupe la 15e place dans une puissance économique. Lorsque nous parlons en termes de la puissance économique, et la Tunisie occupe aussi, c'est la 15e place, c'est-à-dire il représente quoi? Rien du tout. Donc voilà un peu les enjeux, voilà un peu ce qui se passe, voilà un peu ce qui se déroule. Donc le but c'est d'empêcher premièrement les Noirs autochtones de la Tunisie d'évoluer. Et leur but le plus ultime, c'est de ne pas le voir. Et une manière de ne pas voir quelqu'un, c'est quoi? C'est de le supprimer. Donc cela veut dire, il faudrait créer des incidents. Il faudrait créer des histoires comme ça. Et comme ça, on peut bel et bien les atteindre. Et en finir une bonne fois, il n'y aura pas de bruit. Ce serait comme si les Noirs, des subsahariens, ils sont morts. Et comme il n'y a toujours pas quelqu'un pour les défendre, comme le monde le dirait lorsque les Noirs meurent, ça dit que cette histoire-là va passer comme ça. Et après, il n'y aura plus cette histoire-là de la minorité tunisienne et noire. Donc voilà un peu le secret de ce qui se passe en Tunisie. Voilà un peu le secret qui anime la pensée de ces messieurs, qui se dit président de la République, qui en réalité n'est qu'un nazi. Qui est responsable de leur absence et de leur silence, ainsi que leur marginalisation? En effet, il existe dans le sud des ghettos, des espaces qui sont quasi complètement déconnectés physiquement, mauvaises et désertes par les transports et économiquement du reste du pays, et où ne vivent presque des Noirs. On les retrouve à cette situation dans d'autres régions du pays, mais dans le cas de ces ghettos, il existe une triple marginalisation physique, économique et raciale. C'est-à-dire qu'ils sont dans le milieu un peu reculé.
dans un coin où ils se retrouvent un peu isolés de la vraie vie du pays, où ils sont même en manque de transport. Donc c'est comme, je donne l'exemple ici, c'est comme de peuple, et c'est comme de peuple Maasai. Du côté de Windhoek là-bas, c'est comme le peuple Maasai. Remarquez un peu le peuple Maasai, comment est-ce qu'ils vivent. Ils sont un peu écartés du monde. Donc ça dit que tellement ils sont repoussés et ils se retrouvent dans des endroits où il n'y a même pas les transports. Donc il n'y a même pas des conditions d'une vie meilleure. Donc ils doivent être à l'écart. Le but c'est de les supprimer tout ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est que les gens ne savent pas. Parce que le monde a toujours voulu supprimer l'homme noir. Ça c'est ce qui est vrai. Et personne ne pourra poser un démenti. Il y a un Sud-Africain, un salopard. Sud-Africain. Bon, il est Sud-Africain. Mais c'est un blanc. Sud-Africain. Voilà. Lorsque le blanc se dit Sud-Africain, là, ça ne pose pas un problème. Mais lorsqu'il y a des noirs qui se disent anglais, français, nanani, nanana, bel, tout ça là, ça pose un problème. Comprenez déjà comment est-ce que les choses sont biaisées et piégées. Il y a des Indiens, des Hollandais, tout ça là. Donc nous connaissons, mais ils sont Sud-Africains. Ça ne pose pas un problème. Mais il y a messieurs, et un jour il y a eu aussi un certain Peter Botha en Afrique du Sud, mais qui n'était pas noir. Et pour les autres, ça n'a pas posé un problème. Mais dès lors qu'un homme noir devient même un ministre de l'éducation, vous allez comprendre comment le média va chercher des médias à 14 heures. Et ce monsieur a dit, nous voulons l'Afrique, mais sans les Noirs. Nous y reviendrons prochainement dans la mate officielle vous présenter sa citation. Il a déclaré que nous voulons l'Afrique, mais sans les Noirs. Donc c'est le but le plus ultime de supprimer ce peuple. Mais moi je vous dis ceci, comme étant un envoyé du Très-Haut, que la vie et le survie même de l'humanité est entre les mains de ceux-là que vous avez pris pour cible et vouloir les supprimer, c'est appuyer automatiquement sur le bouton de votre propre autodestruction. Donc retenez ce que je dis. Comment pourrions-nous vivre dans une même terre? Mais à côté, il y en a des gens qui ont toujours eu des plans kabbalistiques dans le but de supprimer les autres, pendant que les autres prônent le vivre ensemble. Vous continuez à le faire du mal. Vous continuez à les empoisonner par de diverses manières. Mais jamais ils ont été en procès contre vous. Jamais. Déjà, vous n'aurez pas le pouvoir ni la capacité de les supprimer. Parce qu'il y en a des gens qui l'ont tenté. Au travers de la nourriture, de l'eau, des injections, des vaccins. Mais ils n'arrivaient pas toujours. Et à un moment donné, vous devriez renoncer à cela et suivre la voie de l'amour. Le monde ne pourra en aucun cas changer avec des discours persuasifs. Mais le monde ne peut changer dans le vrai sens. C'est seulement si l'homme pouvait développer et laisser l'amour faire un tour dans son cœur. Cet homme-là qui est rempli de la haine de l'autre,
Car celui qui déteste l'autre sans raison se déteste soi-même. Celui qui déteste l'autre sans raison se déteste lui-même aussi. Lorsque l'insensé parle et fait du bruit, l'intelligence se tait et observe. Voilà. Est-ce que cette invisibilité des Noirs était volontaire de leur part? Je pense que ce n'est pas un choix, mais une exclusion intentionnelle, consciente et voulue politiquement. Voilà. Est-ce que ce sont des Noirs qui se sont dit, bon voilà, nous allons être à l'écart? Est-ce que c'est le Noir de l'Égypte qui ont décidé de vivre à l'écart? Est-ce que c'est le Noir du Maroc qui ont décidé de vivre à l'écart? Est-ce que c'est le Noir de la Libye, autochtone, qui ont décidé de vivre à l'écart? Mais c'est une exclusion, exprime cette dame. Une exclusion intentionnelle, consciente et voulue, politiquement. Donc, une décision prise par des hommes politiques dans le but de le supprimer. Et souvent, dans des choses comme ça, vous allez voir que le monde se lève pour condamner ces messieurs. Mais attention, il y en a des personnes qui sont experts dans l'hypocrisie. Il y en a des nations experts dans l'hypocrisie. À gauche, il fait semblant de condamner, mais à droite, il dit à ces messieurs, vas-y, nous te soutenons, vous êtes tués sur la bonne voie. Voilà. Donc ne vous fiez pas à tous ces esprits qui parlent dans la télé n'importe quoi. Parce que nous savons fort longtemps. Quelqu'un qui ne t'a jamais accepté chez lui, de quelle manière pourrait-il condamner ce qui se passe en Tunisie? Donc, ça n'a pas de sens. Voilà. Il y en a des nations qui n'acceptent pas aussi des Noirs chez eux. Il suffisait qu'il ait seulement un mauvais rêve. Il vous dira que voilà, c'est un Noir qui a fait en sorte que j'ai un mauvais rêve. Mais vous allez voir une nation pareille condamnant les événements de la Tunisie. Donc comprenez déjà que ce qui se passe là-bas n'a rien à y voir. Excusez-moi. Donc comprenez déjà ce qui se passe là-bas. Ils ne peuvent pas condamner cela, mais ils font semblant de condamner. Car ils sont tous pareils. Ils font semblant de condamner. Mais la vraie justice de ce peuple-là viendra de quelque part. De quelque part. De quelque part. Bourguiba était extrêmement intelligent pour comprendre que les Noirs constituent une partie fragile et marginalisée de la population. Mais il n'en a pas tenu compte dans ses projets de développement ni dans ses discours. Il a combattu les Arusha, les machismes des hommes et il a soutenu les femmes, la classe moyenne et plus ou moins le pauvre. Mais il n'a jamais soutenu les Noirs, qui parlent pourtant l'arabe tunisien, qui sont musulmans, alors qu'il était capable de comprendre les différentes composantes de la Tunisie et de comprendre la nature et le mécanisme du racisme et la discrimination contre les Noirs. Voilà. Ce président, ce fameux président, a soutenu tout le monde. Il connaissait bien ce qui s'est passé.
Mais ils savaient une seule chose qui est le moins cher, ce sont des Noirs. Donc s'il y en a des personnes à sacrifier, ce sont des Noirs. S'il y en a des personnes à bafouer les intérêts, ce sont des Noirs. S'il y en a des personnes à cracher dessus, à insulter, ce sont des Noirs. À telle enseigne qui ne pouvait rien pour eux. Il n'a jamais soutenu le noir. Il n'a jamais soutenu. Jamais. Donc comprenez déjà la politique de la Tunisie. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie date. Ce n'est pas d'hier. Mais ça date de longtemps. Et remarquez un peu ce ministre de l'Intérieur qui cherche des excuses, qui veut essayer un peu de tromper l'opinion internationale, qui a parlé avec une journaliste de la France 24, et il n'avait même pas des arguments. Donc voilà, maintenant nous vous donnons des choses, des vérités cachées, pour que vous compreniez ce qui se passe en Tunisie. Donc ne vous fiez pas sur ce que ce président, ce soi-disant président a dit. Ne vous fiez pas sur ce que cet homme qui se dit ministre de l'Intérieur a dit. Mais la vérité, elle est cachée quelque part. Et nous mettons à votre disposition le plan de ces messieurs. Donc ils ne font que remettre en place un plan bien tracé, bien protégé, et c'est le temps pour eux de déballer ces plans. C'est pour eux maintenant le moment de mettre en pratique encore à nouveau ces plans macabres. Mais pour tromper la vigilance, obligé de dire non, vous savez, le migrant, comment dirais-je, les Noirs qui sont, je ne sais pas moi, en règle, n'ont rien à craindre. Mais vous avez vu dans les vidéos, il n'y a pas de distinction. Ça, c'est un discours politique. Dans le but de dire que non, nous... mais attendez, ce que ce monsieur a fait démontre en suffisance son incapacité de diriger une nation. Et le discours de ce soi-disant ministre de l'Intérieur relève d'une malhonnêteté intellectuelle. Voilà ce que j'ai dit. Cela relève d'une malhonnêteté intellectuelle. On ne peut pas affirmer des propos à gauche et être condamné à droite par d'autres propos. Non. On ne peut pas soutenir à certaines choses et être pris au piège à même moment par ses propres paroles. Il dit que non, les migrants qui sont en règle n'ont rien à craindre. Donc, ce qui justifie que ceux qui ne sont pas en règle doivent être à la merci de militaires, de la police et de la population tunisienne. Voilà ce que cela veut dire. Est-ce que pour faire la chasse à ceux-là qui ne sont pas en règle, un président doit donner les tempos et lâcher la population, le militaire, la police, comme étant des chiens de garde, dans le but de lyncher la population subsaharienne? Voilà la question que nous posons à ces messieurs. Et c'est là pour autant, un président doit donner les tempos, donner l'ordre à la population, à la police et aux militaires de lyncher la population noire des subsahariens pour prétexte qu'ils ne sont pas en règle. Mais alors qu'il y en a des citoyens tunisiens qui sont partout dans le monde et qui font même le bordel. Donc ils ont toujours la mission de détruire les populations. Je vais tout à l'heure là vous lire encore une citation et vous dire ce qui s'est passé du côté de la RDC. Il y a eu des Tunisiens qui sont débarqués au Congo, Kinshasa,
Et ils avaient pour mission de détruire les Congos et les Congolais, c'est-à-dire des Tunisiens. Ils ont été arrêtés au Congo. Et ils vivaient déjà en situation illégale. Mais ils étaient là dans le but de détruire l'homme congolais. Et ils ont réussi leur coup. Ils ont déjà commencé. Ils avaient déjà commencé autant pour moi. Heureusement, malgré la faiblesse de force de l'ordre, mais ils ont fini par mettre la main et démanteler ces réseaux. Mais ils continuent encore à chercher, car ils sont un peu partout maintenant. Ils ont essayé d'étendre un réseau mafieux dans le but de détruire les Congolais. Nous allons vous lire cela. Et ça, ce sont des Tunisiens. Et regardez même l'image qui est là. C'est le Tunisien. Au Congo, est-ce qu'un Congolais a déjà fait ça en Tunisie? Mais si un Congolais pouvait faire ça, ça dit que le Tunisien, cet homme, ces nations donneraient l'ordre à ce que tous les Noirs, tous les Congolais soient brûlés, décapités. Ils seront tous décapités. Mais voilà ce qu'ils font dans d'autres pays. Voilà ce que les Tunisiens font dans d'autres pays. Donc nous continuons un peu la lecture. Le même président là, Bourguiba, lui-même avait des préjugés. Lui-même avait de nombreux préjugés sur les Noirs. Il a raconté beaucoup d'anecdotes sur eux. Ça, c'est le président. Beaucoup d'anecdotes sur les Noirs, comme de nombreux Tunisiens. Donc, ils ont toujours des idées. C'est-à-dire, là où on voit les Noirs. Donc, il est toujours peint en criminel. Donc, comme si les races, comme si eux, ils n'ont pas de brebis égarées. Mais je me pose la question. Donc, malgré tout ce qu'ils font dans le monde, dans le but de créer l'insécurité partout dans le monde, les gens ne voient jamais ça. Ils peuvent créer l'insécurité dans le monde. Dans d'autres pays ailleurs, personne ne peut voir ça. Mais là où il y a un seul noir apaisible, on prendra tout ce qui est à cet homme-là et le mettre sur le noir, l'homme noir. Donc voilà ce que le même président faisait. Et ce que les Tunisiens font jusqu'à nos jours. Lui-même avait de nombreux préjugés sur les Noirs. Il a raconté beaucoup d'anecdotes assurées, comme de nombreux Tunisiens qui ne voient dans les Noirs qu'un sujet au service de quelqu'un ou comme un chouchou là pour faire rire. Donc les Noirs sont là comme étant des guignols. Bon à rien, ils sont là pour faire rire. Un objet de distraction. Nous ne voudrions pas ici rentrer un peu dans l'histoire. Et surnager encore les choses qui se sont déroulées. Mais ceux qui sont investis dans la connaissance, ils le savent. Mais regardez un peu jusqu'à nos jours ce que la Tunisie applique. Et ils font semblant de dire que non, de prendre un prétexte. Les Africains, ils sont chez eux en Afrique. Ils ne sont pas sortis. Jamais la France ne s'est plaint des Italiens ici. Enfin, pourquoi y a-t-il beaucoup des Italiens ici? Pourquoi y a-t-il beaucoup de Belges ici? Pourquoi y a-t-il beaucoup des Anglais ici?
Pourquoi il y en a beaucoup des Ukrainiens ici? Mais la Tunisie, crée de préjugés sur le noir. Et dans le but de justifier ce qu'ils sont en train de faire, obligés de créer des préjugés. Étant donné qu'ils n'ont pas d'argument pour justifier ce massacre contre les Noirs, encore une fois, l'humanité doit prendre en compte ce qui vient de se passer. Car si la justice a du monde n'intervient pas, il y a une justice qui n'est pas de ce monde. Ce peuple-là ne s'est jamais rendu justice. Le peuple subsaharien n'a personne pour défendre sa cause. Mais même au travers de ces silences, mais même au travers de ces silences du monde, une justice s'élèvera. La nature donnera sa justice. La nature rendra le verdict. L'eau rendra le verdict. Le feu rendra le verdict. La terre rendra le verdict. L'air rendra le verdict. Nous avons parlé à l'oreille de quelqu'un. Et regardez un peu ce monsieur du président Bourguiba. Il avait pour ami Senghor. Et vous savez tous que Senghor était un intello avec toutes ces capacités-là. Mais ce monsieur refusait de croire que c'est un noir. C'est-à-dire, il disait que Senghor, c'était un blanc dans un pot noir. Donc voilà un peu de bêtises comme ça. Voilà. Mais après, c'est le même personne qui se dit musulman. Il est un bon musulman. Il fait la salat et la zakat. Voilà un bon musulman. Mais et pourtant, la majorité des subsahariens sont musulmans. Comme il y a un ami que je salue ici, Nabil, m'a écrit en disant, non, pourquoi tu as commenté, et après j'avais fait un commentaire là. Après il m'a répondu en disant que non, regarde un peu, il y a du racisme même au niveau de l'Afrique noire, au Centrafrique là-bas, le musulman et les chrétiens. Je dis, mais attends, il ne faudrait pas confondre les choses. Il n'y a pas un seul pays, en Afrique noire, il n'y a pas un seul pays où l'homme blanc, où ceux de Malgrave se sont plaints un jour du racisme. Si par hasard il y a un cas isolé, mais jamais cela n'existait pas. Si ce n'est que par des conflits politiques et des guerres religieuses imposées. Et je lui ai donné l'exemple des chiites et des sunnites. Ils sont tous arabes, mais ils se battent. Ce n'est pas question de racisme là-bas. Mais ils ont des divergences sur le plan religieux. Donc cela les amène à s'affronter comme ça. Cela engendre la guerre, les conflits inutiles. Et c'est ce qui se passe du côté du Centrafrique. Ça n'a rien à voir avec du racisme. Voilà. Parce que, d'ailleurs, il n'y a pas trop de Tunisiens là-bas. Ils font quoi là-bas? Mais s'ils sont là, c'est dans le but de détruire la population. Car c'est ça leur mission en Afrique noire. Je vais vous les montrer. Ils sont descendus au Congo dans le but de détruire les Congolais. Vous avez l'image. Ils ont pris des produits du catalyseur. Et ils en ont créé une substance qu'ils ont proposée aux Congolais. Et lorsqu'ils les consomment, ils sont hypnotisés. Ils ne savent même pas là où ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont détruit autant de jeunes.
avec le catalyseur, avec ces produits, ces fameux produits qu'ils ont amenés. Donc, des peuples, c'est-à-dire sataniquement inspirés, ils arrivent à mettre en place un produit dans le but de détruire la population congolaise. Et s'ils l'ont fait au Congo, ça dit qu'ils peuvent le faire partout en Afrique. Partout en Afrique. Il n'y a pas un seul pays en Afrique noire où l'homme blanc serait victime du racisme. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partout, il n'y en a pas. En dehors de ceux qui sont dans des conflits religieux là, il n'y en a pas ça. Donc ne confondez pas des conflits religieux que vous avez inutilement imposés, des conflits politiques sans tête, sans queue, destinés aux ignorants. Ne les confondez pas avec du racisme. D'abord, ces mots-là, racisme n'existait pas dans la racine africaine. Le mot esclave n'existait pas dans la racine africaine. Si aujourd'hui le monde parle de l'apartheid, parce qu'un jour, il y a eu des blancs en Afrique du Sud, et ces blancs-là ont fait ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, et le monde parle de l'apartheid. Et pour vous montrer le cœur divin de l'homme noir, les gens pensaient que Mandela, en accédant au pouvoir, il va venger ses ennemis, mais ils étaient tous là. Il a démontré à l'humanité tout entière que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la haine. Et l'amour va triompher toujours. Il a lutté pour son peuple. Et il a vu comment est-ce que ce peuple-là était massacré, malmené, maltraité à fond. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, et il était à table avec les ennemis du peuple, les ennemis de la population, pour leur dire que l'amour est plus fort que rien. L'amour est plus fort que la haine. Et ils sont restés en Afrique du Sud comme étant des propriétaires. Personne ne les a ravis, leurs concessions. Ils sont là jusque-là. Mais au contraire, ce sont eux qui exercent encore cette pensée impériale, qui cherche encore à exercer cela, en empêchant aussi d'Africains nègres d'accéder dans certains endroits. Ils n'ont pas le droit d'accéder. Ils n'ont pas le droit de circuler dans certains endroits. Donc ce qui s'est passé semble n'est pas dissous totalement. Mais ils sont là tranquillement. Ils sont respectés. Y a-t-il une nation comme ça dans le monde? Y a-t-il une nation comme ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il suffisait seulement qu'il y ait un seul noir qui a volé à l'étalage. Ça, c'est le monde qui va tomber sur lui. C'est-à-dire, on oublie même ce fameux, c'est-à-dire qu'on oublie même cette histoire de la pédocriminalité qui monte en puissance, qui détruise l'avenir de nos enfants. Et on oublie tout ça. Mais on va s'en charger sur un nègre qui a volé un t-shirt sur l'étalage. Donc c'est bien bon pour les autres d'exercer la pédocriminalité, de terroriser les adolescents. Là, il n'y a pas un problème. Là, il n'y a pas un problème. La haine n'a jamais triomphé. La haine n'a jamais triomphé. Et ne triomphera jamais. Donc, c'est comme ça que les choses se passent. Bourguiba a cherché à cacher son racisme envers les Noirs. Et ne dites pas qu'il a eu un ministre noir. Sabani. Sabani a toujours été sous ombre. Lui-même était victime du racisme. Donc vous avez déjà compris. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Donc lui-même cachait son côté racisme. Je vous ai dit ici, il y en a des nations qui cachent leur côté
racisme. Mais pourtant, ils en sont même, c'est-à-dire ils sont même des génitaires. Des génitaires du racisme. Des génitaires du racisme. Mais ils cachent le côté racisme. Mais nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà. Et vous allez vous rendre compte que nos frères du côté du Maghreb, d'ailleurs, d'abord, ils ne se considèrent pas comme africains. Voilà, il y a un paradoxe. Vous croisez un Maghrébin, il vous dit non, et les Africains, quand ils arrivent ici, mais on se pose la question. Êtes-vous africain ou pas? Donc ça dit que des paroles sans intelligence. J'ai dit bien, oui monsieur, je l'ai dit. Des paroles sans intelligence. Sans intelligence. Je me pose la question. Sont-ils vraiment allés à l'école? Donc les autres, ils sont africains. Et ils ne sont pas africains. Et ce qui est contradictoire dans leurs propos, c'est qu'ils habitent là, ils sont en Afrique. Et ils assistent dans des compétitions africaines. Dans des compétitions africaines. Dans l'Union africaine. Dans tout ce qui est africain, ils sont là. Mais à un moment donné, je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à hypnotiser le monde entier. Afin de se démarquer. Ils disent que non, quand les Africains arrivent ici. Et donc c'est là où maintenant on doit se poser la question. Qui relève d'une honnêteté intellectuelle. Lorsque ces gens-là, nos frères du Maghreb, nous traitent des Africains, alors qu'eux-mêmes habitent l'Afrique et qui participent dans des compétitions africaines, il y a de quoi maintenant se poser la question. On doit maintenant se poser la question pour savoir. On doit se poser la question pour savoir. Entre le noir, les Africains, qui traitent des Africains là, subsahariens, tout ce que vous connaissez, et ceux qui habitent le Maghreb, entre les deux, qui occupe la terre de l'autre? Qui occupe la terre de l'autre? Voilà la question que je pose. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas africains. Mais ils traitent les autres les Africains. Oui, nous les savons. Ils sont les Africains. Mais vous, qui êtes-vous? Si vous n'êtes pas africain, mais vivant dans la terre africaine, mais maintenant entre vous et les autres, qui est-ce qui occupe la terre de l'autre maintenant? Voilà la question. Donc je vous laisse sur vos claviers pour répondre un peu à cette question. Donc comprenez un peu le paradoxe, le manque d'intelligence qui existe dans la pensée de tous ces gens-là. Lorsqu'ils disent que non, les Africains, lorsqu'ils arrivent ici, ça veut dire qu'ils affirment eux-mêmes, aux yeux du monde haut et fort, qu'ils ne sont pas africains. Donc s'ils ne sont pas africains, donc ce sont eux qui ont été déportés pour venir occuper une partie de l'Afrique. Donc c'est en réalité, ce sont eux les occupants. Voyez? Donc ce sont eux les envahisseurs. Donc c'est-à-dire encore, les grands remplacements, ce sont eux. Ce sont eux les grands remplacements. C'est-à-dire ce sont eux qui ont remplacé la population autochtone. Donc ils ont jugé bon aujourd'hui de massacrer encore jusqu'aux plus petits. C'est de ça qu'il s'agit. J'avais promis de ne pas être long. Mais nous serons obligés de parler ainsi. Et pour finir, voilà ce que nous allons lire rapidement pour le cas de ces gens-là, de ce monsieur-là de ces Tunisiens qui sont descendus dans le but de détruire les Congos, ou les Congolais. Arrestation d'un Tunisien fabricant de la drogue bombée. Publié le 26 août 2021. Voilà. Nous lisons ceci. Un atelier de fabrication et la drogue artisanale bombée à base des résidus du pot catalytique des voitures, concocté avec de la nutrilline, a été démantelé en République démocratique du Congo. Un fabricant tunisien a été interpellé. Un fabricant tunisien
Bien aimé, s'ils peuvent le faire au Congo, c'est qu'ils peuvent le faire partout en Afrique. Et il faudrait maintenant voir les conséquences de ce qu'ils ont, de ces drogues-là. Les conséquences ou l'impact de ces drogues, de la drogue sur la population congolaise. Est-ce qu'un Congolais ou un Africain, comme ils le disent, a déjà fait des choses comme ça en Tunisie ou dans un pays du Maghreb? Ou un Africain crée des produits, crée une drogue, fabrique une drogue dans le but de détruire une population maghrébienne? Avez-vous vu déjà cela? La drogue bombée, c'est mélange des résidus issus des catalyseurs des voitures, mélangés à une substance dénommée nitriline, en vogue en République démocratique du Congo, et qui détruit la vie des milliers de Quinois. Écoutez ce que les Tunisiens ont fait. Ils ont détruit les milliers de Quinois. Les Tunisiens. Ils ont détruit les milliers de Quinois. Des Tunisiens ont détruit des milliers de Quinois. Des milliers de Quinois. Un Congolais a-t-il déjà détruit les milliers de Tunisiens? Et un Africain subsaharien a-t-il déjà détruit les milliers de Maghrébiens? Vous avez vous-même la réponse. Parce que nous n'avons pas encore parlé de ce fameux idéologie du grand remplacement. Nous allons revenir prochainement pour parler de cela. Et dire dans le monde ici, qui a remplacé qui? Qui a remplacé qui? Vous avez vu les recherches archéologiques de la Grande-Bretagne. Ils ont découvert l'ancêtre des Anglais. Mais comment était-il? De quelle couleur de la peau ce monsieur avait-il? Et la question, c'est de se poser la question. Qui a remplacé qui maintenant? Partagez cette vidéo au maximum. Nous allons finir avec cette lecture. Et qui détruit la vie de milliers de Quinois. Inquiète à plus d'un titre les autorités de ces pays d'Afrique centrale. D'autant que, à force de consommer de cette drogue, les jeunes sont comparés à des zombies, dormant debout, qu'ils soient maudits. Les ressortissants de ces nations, qu'ils soient maudits. Tous ceux-là qui se sont ligués contre la République démocratique du Congo et d'autres pays dans le but de détruire le peuple. Voilà les étiquettes qu'ils ont toujours collées au noir, qu'ils viennent ici pour nous détruire. Mais alors que le monde est en train de voir jusque-là, pendant qu'ils acquisent les noirs, de pouvoir, je ne sais pas moi, détruire des choses, et ils ne sont pas en mesure de prouver et de montrer ce qu'ils détruisent. Pendant qu'ils parlent du grand remplacement, ils ne sont pas en mesure ni de prouver ni de les démontrer. Mais par contre, ce qu'ils font en cachette, le monde parvient à les découvrir après. Voilà des choses pareilles que le monde doit sonner de la trompette, auquel le monde doit sonner la trompette. Je vous maudis encore. Donc ils ont ramené des choses, dans des drogues, dans le but de transformer même la population. Vous venez d'entendre ce que je viens de lire. Donc lorsqu'ils prennent ces substances, ils se transforment en zombies. Ils se transforment en zombies. Et ça, citez-moi un seul pays où les Africains sont partis et ils ont fait des choses pareilles. Citez-moi une seule nation dans le monde où l'homme noir a quitté l'Afrique pour aller faire des choses comme ça. Mais silence est radio. Mais même au travers de ce silence, une justice va surgir de quelque part. Vous êtes comparé à des zombies dormant debout. Comment quelqu'un peut-il dormir debout? Regardez comment est-ce qu'ils veulent freiner. Regardez la mission qu'ils ont.
Donc non seulement ils détruisent les Noirs qui sont chez eux, mais ils ont reçu une mission d'étendre les mâles. C'est-à-dire, ils partent, ce sont des expéditions. La conquête, la destruction. Donc ils viennent détruire maintenant dans le but de faire quoi? De remplacer cette population. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont fait au nord. Et ils veulent encore les tenter en Afrique noire. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sur cette terre. Mais c'est une génération où le mal prendra fin. Où la fin de l'hégémonie du mal va prendre fin. On a interpellé un ressortissant tunisien, propriétaire d'une usine de la drogue à Gombe. Les autorités ont été arrêtées dans d'autres communes. Nous avons arrêté un autre grand producteur. Et 60 consommateurs de Bombay, a déclaré le chef de la police en Kinshasa, le général Silvano Kassongo, précisant que son service est en opération depuis une semaine pour interpeller tous les consommateurs et les vendeurs de cette drogue, indique Anadolu. Lors du dernier conseil des ministres de vendredi, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, attirant l'attention des membres du gouvernement sur la gravité de ces phénomènes, avait invité tous les ministères sectoriels à tout mettre en œuvre afin de trouver des solutions idoines quant à la prise en charge et à l'encadrement des jeunes victimes de ces substances dangereuses, rappelle le journal. Le président n'a pas fait appel à la population et aux militaires ou à la police pour s'en charger de ces Tunisiens mandatés diaboliquement. Mais voilà ce qu'un président de la République a fait. Il a essayé d'interpeller les autorités dans le but d'encadrer la population victime. Mais où est-ce que cet homme, où est-ce que le président de la RDC a appelé au massacre des Tunisiens ou aux habitants du Maghreb? Où est-ce que cet homme a fait ça? Malgré la destruction de sa population, malgré ce que ces gens-là ont ramené au pays, au Congo, dans le but de détruire. Donc comprenez que c'est ce qu'ils font partout en Afrique. Mais ce monsieur n'a pas appelé, n'a pas crié au scandale. Il n'a pas mobilisé sa population. Il n'a pas mobilisé la police, ni même la force et les forces de l'ordre, dans le but de massacrer ces Tunisiens ou les Maghrébins vivant au Congo. Mais ils ont été remis à bonne et due forme entre les mains des forces de l'ordre. Tranquillement. Mais pourquoi des poids et des mesures? Pourquoi devons-nous bien traiter les autres et être maltraités à notre tour, de l'autre côté, par-ci, par-là? L'homme noir a quel cœur? Quel est le cœur de cet homme? Pourquoi ne répond-il pas toujours par les mal? Pourquoi prône-t-il toujours de l'amour? Pourquoi ne rend pas toujours les mal par les mal? Mais nous comprenons. Rendre le mal par le mal. C'est embrigader son propre destin. Mais rendre
le bien à la place du mal. C'est être un guide pour conduire l'humanité à la bonne voie, à la voie de la réussite et à la voie du succès. Telle est la mission de l'homme noir. Mais la justice va surgir de quelque part. C'est ici que nous allons mettre un point. Voilà. C'était prévu que nous puissions parler juste un peu. Mais via la nécessité de ce qui se passe, nous étions dans l'obligation de parler ainsi. Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Plein succès à vous ainsi que et à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez au son de ma voix. Restez forts. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Cultivez toujours la paix. De partout où vous êtes. De là où vous êtes accueillis. Gardez toujours la justice. Cultivez la paix. Car la justice, c'est un pouvoir. Restez juste dans vos actions. Restez juste dans vos propos. Votre victoire sera certaine, car elle est déjà certaine. Lorsque l'ignorance a crie, l'intelligence s'éteint. Lorsqu'on déteste l'homme sans raison, on se déteste soi-même. C'est ces paroles que nous vous disons au revoir. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro, toujours dans la mat officielle. Amen.